You're one of the greatest con men of all time. You're the daddy of them all. What does it take to be a good con man? You know, I have to smile because people always say you're the greatest con man or the greatest confidence man. You know, I was a 16-year-old boy who ran away from home and ended up on the streets of New York City and said, okay, how am I going to survive now? Est-ce que vous aimez le cinéma? Les films, les téléfilms, les séries, ou pourquoi pas même les animés? Si vous êtes passionné de cinématographie, alors ça tombe bien, cette chaîne est faite pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, dès que je me mets devant la télé, j'ai toujours une petite voix au fond de ma tête qui me demande « Est-ce que ce que tu es en train de regarder est réel? Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que ça s'est vraiment passé ?» Beaucoup d'œuvres cinématographiques emploient les termes « basés sur des faits réels » ou « tirés d'une histoire vraie ». Mais la plupart du temps, une œuvre ne va emprunter qu'une toute petite partie de la réalité, pour inspirer un scénario qui peut parfois être à des années-lumière de l'histoire d'origine. A l'inverse, d'autres s'efforcent au maximum de respecter les véritables faits. Ce n'est donc pas impossible que derrière vos films ou séries favorites se cache une histoire incroyable, méconnue ou encore terrifiante. Et ça tombe bien, je suis là pour vous raconter la vérité derrière les fictions. Si je vous dis Frank Abagnale Jr., je ne suis pas sûre que ce nom résonne dans votre esprit. Par contre, si je vous parle du film Arrête-moi si tu peux... Are you a real-life pilot? I sure am, little lady. The jump seat is open. It's been a while since I've done this. Which one's the jump seat again? Là tout de suite, peut-être que ça vous dit quelque chose. Sorti en 2002, ce film américano-canadien est réalisé par Steven Spielberg et on retrouve en tête d'affiche des acteurs comme Leonardo DiCaprio ou Tom Hanks. Le film raconte l'histoire de Frank Abagnale Jr., un jeune homme qui est passé, on peut le dire, maître dans l'art de l'escroquerie. On va donc suivre pendant toute la durée du film cette espèce de jeu du chat et de la souris que se livre Leonardo DiCaprio en tant que Frank Abagnale Jr. et le personnage de Tom Hanks qui n'a de cesse de vouloir l'attraper. Mais bon, il faut dire que le garçon est plein de ressources et qu'il est plutôt difficile à arrêter. Mais alors, qui est ce Frank Abagnale Jr. et surtout, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Pour ça, il faut remonter plusieurs années en arrière. Né le 27 avril 1948, Frank est originaire du Bronx, un quartier de New York. Il est le fils d'un Italo-américain, Frank Abagnale Sr., et d'une pied noire française, Paulette. Il passe toute son enfance entouré de ses deux frères aînés ainsi que de sa sœur cadette, et il est scolarisé dans une école catholique pour garçons. Il ne semble pas faire de vagues à cette époque, et si jusque-là tout se passe bien, c'est au moment de la séparation de ses parents que les choses se compliquent pour le jeune Frank, qui voit sa vie de famille exploser. Comme on pourrait s'y attendre, surtout à cette époque, Frank est largement perturbé par le divorce qui arrive. Il commence peu à peu à sécher les cours avant de finalement complètement abandonner l'école, tandis qu'il vit chez son père. And he told me that my parents were getting a divorce and he needed to know which parent I chose to live with. I started to cry, so I turned and ran out of the courtroom. The judge called for a 10-minute recess, but by the time my parents got outside, C'est d'ailleurs lui qui sera la première victime des escroqueries de Frank. Je ne sais pas ce que vous faisiez à 15 ans, mais je crois que peu d'entre nous auraient mis en place tout un plan de fraude pour arracher un petit peu de thunes à son père. Laissez-moi un peu vous poser les bases. Frank est gâté. Son père vient de lui offrir une voiture, une Ford plus précisément. Puis il emprunte la carte de crédit paternelle. Le but, retaper sa vieille auto. Alors, il achète tout ce qu'il faut, pièces de moteur, de carrosserie, tout y passe. Et pourtant, le garçon ne fait rien monter sur sa Ford. Au contraire, il passe un pacte avec un employé de station-service à qui il revend les pièces et empoche l'argent de la vente. Résultat de cette petite fraude, 3 400 $ d'impayés directement sur le compte de son père. Je vous laisse imaginer la surprise de son père lorsqu'un jour des officiers de recouvrement viennent frapper à sa porte. Frank a compris le potentiel qu'une vie d'escroquerie peut lui apporter. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Parce que, voyez-vous, le petit Frank, il n'a pas que l'argent en tête. Il a aussi autre chose, une chose très importante pour lui. J'ai nommé les femmes. Frank adore les femmes, il les chérit, il les veut absolument toutes pour lui. Et il a bien compris que l'argent était un petit moyen d'en avoir. Attention, je ne dis pas que c'est ce que je pense. Je ne pense pas que les femmes soient vénales, tout comme je ne pense pas que tous les hommes se mettent en tête d'avoir des femmes grâce à de l'argent. Je dis juste qu'à cette époque, et pour cet individu, c'est clairement ce qu'il pensait. Et c'est notamment grâce à son charme envers elle que le garçon va se sortir de quelques ennuis. Mais on gardera ça pour un peu plus tard. Parce que pour l'heure, on va se concentrer sur son plus grand coup de génie. Réussir à se faire passer pour un pilote de ligne. Ah, Pan Am, Pan American World Airways. Eh oui, vous avez vu l'accent.
Cette compagnie ne vous dit sûrement rien, et pourtant elle est omniprésente dans notre culture. L'arrivée des Beatles à JFK ? Pan Am. Une compagnie aérienne qui vend des tickets pour la Lune ? Oui, Pan Am. La compagnie a même le droit à plusieurs apparitions dans nos séries et dans nos films, de James Bond en passant par les Simpsons. Autant vous dire donc que Frank n'a pas choisi une sombre et obscure compagnie aérienne pour ce qui est sûrement sa plus célèbre escroquerie. Déjà à l'époque, Pan Am jouissait d'une excellente réputation qui a attiré le garçon jusqu'à elle. Son objectif ? Infiltrer ses rangs et parvenir jusqu'au cockpit d'un des superbes appareils de la compagnie. Ou peut-être juste attirer quelques filles grâce à l'uniforme, qui sait. Et Frank est loin d'être idiot. Il a bien compris qu'il ne lui suffirait pas de se présenter comme pilote pour être accepté. Il n'a aucun CV et il n'est même pas majeur. Je le rappelle, mais Frank a à peine 16 ans lorsqu'il pousse les portes de Pan Am. Heureusement pour lui, sa taille, son poids et son assurance à toute épreuve le font passer pour un jeune adulte, ce qui lui permet de se présenter en tant qu'étudiant universitaire qui souhaite écrire un article sur la compagnie aérienne. Il en profite alors pour apprendre tout ce qu'il peut sur le fonctionnement de Pan Am, mais aussi sur le personnel qui y travaille. Après tout, rien de mieux qu'une bonne couverture d'apprenti journaliste pour avoir un accès total à ce genre d'informations. Frank écoute donc attentivement et stocke tout ce qu'il apprend dans un coin de sa tête. Et en parallèle, lorsqu'il se retrouve chez lui, il s'amuse à décoller le logo de la compagnie aérienne d'un avion miniature avant de se créer une fausse carte professionnelle grâce à une imprimerie locale. L'illusion est parfaite. Sans compter qu'il a un plan pour obtenir la dernière pièce manquante de son puzzle d'escroc, l'uniforme. Un jour, le garçon appelle le fournisseur officiel de Pan Am et se déclare être un pilote dont l'uniforme a été égaré et qu'il lui en faudrait donc un nouveau pour le remplacer, ce qui lui sera accordé sans plus de recherche sur son identité. Le voilà fin prêt. C'est donc habillé en pilote qu'il se présente un jour à l'intérieur d'un cockpit et qu'il se présente comme un employé de la compagnie. Alors, je vous rassure tout de suite, Frank ne pilotera aucun des avions avec lesquels il va voler. Il va utiliser ce qu'on appelle le deadheading qui est en vigueur dans l'aviation. Pour résumer grossièrement, c'est un accord entre les différentes compagnies aériennes qui permettent à un employé de voyager gratuitement à bord d'un avion pour rejoindre une destination où il est attendu, comme pour rejoindre un autre vol par exemple. C'est un peu comme du covoiturage mais dans les airs. Et c'est grâce à ça que Frank va se retrouver à arpenter le monde de manière gratuite, car il ne paye pas non plus les frais d'hôtel dans lesquels il réside. Tout est pris en charge par la compagnie de Pan Am. And then I realized I could fly all over the world for free. Et lorsqu'un jour un pilote lui propose de prendre les commandes de l'avion, Frank raconte « J'ai aussitôt mis l'avion sur pilote automatique et espéré que le machin fonctionnerait, parce que je ne pouvais même pas faire voler un cerf-volant. » Ainsi, entre ses 16 et ses 18 ans, on estime que Frank a volé sur pas loin de 250 trajets, soit environ 1 million de kilomètres à travers 26 pays. Sans compter qu'en parallèle de ces petits voyages clandestins, Frank se met à émettre des faux chèques de banque. Un cocktail bien dangereux. Le rêve d'une vie clandestine frôle le cauchemar lorsqu'il se fait intercepter à Miami par des agents de police qui lui posent des questions sur son identité. Mais grâce aux relations qu'il s'est construites à Pan Am, vous comprenez un peu mieux quand je disais que certaines filles qu'il a charmées lui ont sauvé la mise ? Ainsi qu'une fausse pièce d'identité et beaucoup d'assurance lui permettent de sortir de cette situation dangereuse pour lui et sa liberté. Sa couverture de pilote ébranlée, Frank décide de prendre le large et abandonne l'uniforme avant de déménager en Géorgie pour repartir de zéro sur de bonnes bases. Pardon, j'avais dit bonne base ? Bien sûr que non, parce qu'après avoir eu une carrière dans l'aviation, Frank choisit de devenir... Bon, je ne mettrai pas de roulement de tambour étant donné que vous avez vu le titre de cette partie, il décide de devenir pédiatre. Eh oui, rien que ça. I'm a doctor. Au revoir Frank Abagnale Jr. et bonjour au docteur Frank Williams. C'est au moment de la location dans son appartement, dans un complexe, que Frank va endosser ce nouveau métier. Et tout ça pour ne pas que son proprio fouille chez Pan Am pour vérifier la véracité de ses propos s'il se déclarait ancien pilote. Alors à la place, il préfère inscrire médecin. C'est sûr que ça passe un peu mieux que pilote, non ? Il se lie ensuite d'amitié avec un vrai médecin. Tous les deux fêtards, ils se rapprochent en se racontant leurs différentes conquêtes féminines. Rien de mieux que de comparer les tableaux de chasse pour développer une solide amitié. Lorsque le médecin lui propose de remplacer quelques jours un membre du personnel qui était absent, Frank arrive en tant que surveillant dans l'hôpital local. Très calmement, et malgré son aversion à la vue du sang, il devient surveillant des internes. Et oui, rien de moins. Surtout que je vous le rappelle, Frank est encore mineur et il n'a aucun diplôme. Peut-être que je devrais quitter mon job actuel pour me lancer dans une nouvelle carrière, moi aussi. Frank va tellement se fondre dans le décor de l'hôpital en faisant des recherches médicales et en se liant d'amitié avec le personnel qu'il se voit offrir un poste régulier. Et il accepte, en laissant toujours les internes répondre aux questions médicales, vu qu'il n'y connaît rien ou pas grand-chose. Il savoure sa victoire et sa paye assez conséquente.
Seulement, on ne peut pas jouer avec des vies humaines comme on jouerait aux cartes, et la vérité frappe Frank en plein visage lorsqu'il manque de tuer un nourrisson. En effet, alors qu'une infirmière se précipite dans son bureau pour lui annoncer le cas d'un bébé bleu, le garçon se moque gentiment, totalement ignorant que c'est le terme utilisé pour désigner un bébé en manque grave d'oxygène. Fort heureusement, l'un des internes présents évite de peu la catastrophe, et cet épisode déclare la fin de la carrière de pédiatre pour Frank, qui s'est enfin rendu compte de l'importance de la vie humaine, et surtout l'importance d'avoir une équipe qualifiée. Pilote, médecin, avocat, Frank endosse les métiers avec autant de facilité qu'un costume, mais les gens qu'il côtoie commencent à se méfier. Comme ça a été le cas par exemple avec un confrère avocat qui est devenu un petit peu trop insistant sur son passé universitaire et n'arrêtait pas de le harceler de questions, auxquelles bien évidemment Frank ne pouvait pas répondre. Il change alors plusieurs fois de métier. Il se déclare professeur en sociologie dans l'Utah, ou même agent du FBI. Non mais le culot quand même du gars. Et continue de produire des faux chèques en masse. Il a pris goût au mensonge, à la fraude et à l'argent qu'une telle vie lui a porté jusqu'à maintenant. Mais ce qui va presque mettre un arrêt brutal à tout ça, c'est l'amour. Frank fait la connaissance de Brenda Strong. Non, pas cette Brenda Strong-là, avec qui il entame une relation. Petit disclaimer ici, j'ai fait quelques recherches sur cette femme et il y a la version d'une rencontre en Californie, mais également une version où il a rencontré Brenda durant son temps où il se faisait passer pour un médecin. Fou amoureux, le jeune couple parle même de mariage, et Frank va faire une chose impensable. Il avoue la vérité à Brenda. Mais comme on peut s'y attendre, la jeune femme le prend très mal et se retourne contre lui, avant d'appeler le FBI pour le prévenir de tout ce qu'elle vient d'apprendre, ainsi que le lieu où ils peuvent trouver Frank. Trahi et le cœur brisé, Frank parvient à échapper aux forces de police qui le traquent et poursuit seul sa route. À l'âge de 20 ans, Frank décide de prendre sa retraite et s'installe dans le sud de la France, non loin d'où est née sa mère, Paulette. Il sait que le FBI le traque et il change encore une fois d'identité pour tenter de reprendre une vie normale. Joseph Joseph, comme on va l'appeler, a largement inspiré le rôle joué par Tom Hanks dans le film, et lui, il n'a de cesse de le retrouver pour enfin le faire arrêter. En 1969, alors qu'un employé de la compagnie Air France reconnaît le visage de Frank sur un avis de recherche, il est finalement arrêté. Toutes ces fraudes et ces usurpations d'identité ont mis une cible sur son dos, et cette fois, il ne parviendra pas à échapper à l'autorité. Après plusieurs incarcérations en France, dans la maison d'arrêt de Perpignan, puis en Suède, et alors qu'il aurait initialement dû être jugé par la suite en Italie, ce dernier jugement sera annulé suite à la déportation de Frank en direction des États-Unis, et le garçon comprend que toutes ses actions sont en train de le condamner à une longue vie sous les verrous. Il décide donc de s'échapper de l'avion en s'échappant par les toilettes alors que l'appareil se trouvait sur le tarmac et s'enfuit loin des policiers. Il passe plusieurs semaines en cavale avant d'être finalement rattrapé à Montréal, au Canada, et d'être envoyé aux États-Unis pour y être incarcéré. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là si les ressources de Frank, ainsi qu'une ex-petite amie toujours fidèle, ne l'avaient pas aidé à s'échapper de la prison en se faisant passer pour un agent du FBI. C'est tout de même hilarant de penser à quel point ce mec est plein de ressources pour échapper à la police. Après un mois de cavale, Frank se fait une nouvelle fois arrêter à New York alors qu'il marchait tranquillement dans la rue et qu'il croise la route de policiers en civil qui le reconnaissent et l'interceptent. Il est condamné cette fois à 12 ans de prison fédérale. Mais le passé de Frank, qui aurait dû lui assurer de ne pas revoir la lumière du jour avant un long moment, le sauve, alors que le gouvernement fédéral lui propose un deal. Sa libération contre son aide, afin de lutter contre la fraude. Et bien évidemment, Frank accepte. Il tente de reconstruire une vie honnête en endossant légitimement le rôle de consultant en sécurité. Le FBI fait souvent appel à lui et Frank retrouve l'amour, fondant une famille avec son épouse qui donne naissance à 3 enfants. Aujourd'hui, Frank est millionnaire, époux, père de famille et fait profiter de son savoir-faire d'escroc pour aider les autorités. Une happy end que personne n'aurait pu prédire. But what happened was two things. First of all, I met my wife on an undercover assignment. I fell in love with her. Married for 43 years. She gave me 3 wonderful sons. But being married had changed my life. She changed my life. Sauf que... Et si presque tout ce que je venais de vous raconter était faux? Selon Alan C. Logan, journaliste et écrivain, la vérité est différente de celle racontée par Frank. Ce qui s'est réellement passé, c'est que, déguisé en pilote, Frank s'est lié d'amitié avec une hôtesse de l'air, nommée Paula Parks, et l'a suivie sur toute la côte Est. Il a identifié ses horaires de travail par des moyens trompeurs et a essentiellement traqué la femme.
Il poursuit en disant Le récit d'Abagnale qui dit qu'entre ses 16 et 20 ans, il était en fuite, poursuivi dans tous les États-Unis et même au niveau international par le FBI, est complètement fictif. Les dossiers publics que j'ai obtenus montrent qu'il a été confiné principalement en prison pendant toutes ces années. Les informations données par Frank dans son livre sont vérifiées et les personnes de son entourage sont interrogées. Il s'avère qu'aucune d'entre elles n'a pu confirmer la totalité des événements racontés par Abagnale. Et je mets bien l'accent sur la totalité des événements. Car il est presque certain que Frank s'est bien fait passer pour un pilote, tout comme l'émission des faux chèques. Mais la réalité pourrait être légèrement différente de ce qu'il a raconté. Ceux qui l'avaient employé à l'époque persistent à dire qu'ils n'ont aucune mention dans leurs archives du passage de Frank chez eux, tout comme son évasion de l'avion par les toilettes ou même celle de la prison. L'hôpital dans lequel il aurait exercé persiste à dire que le poste qu'il occupait à l'époque n'existait même pas, et l'université dans laquelle il aurait supposément donné des cours ne reconnaît pas son existence au sein de l'établissement. Face à ces propos, Frank se défend en expliquant qu'il a volontairement changé les noms et les lieux pour ne mettre personne dans l'embarras, ce qui pourrait être une théorie valide. Mais alors qu'y croire ? Quel est le fin mot de cette histoire spectaculaire qui enflamme l'imaginaire collectif ? Une représentation presque parfaite du voleur et du gendarme. Doit-on faire confiance aux personnes qui réfutent le passage de Frank chez eux, ou bien essaye-t-il de discréditer l'homme par honte de ce qu'il a réussi à faire à l'époque ? Ou bien doit-on accorder du crédit à Frank, dont la vie entière a été dédiée à l'escroquerie et à la fraude, puis à la lutte contre celle-ci ? N'était-il finalement qu'un beau parleur talentueux et charismatique qui aura, avec cette histoire, fait le plus grand coup de poker de toute une vie ? Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Étant donné que c'est le début de ma chaîne, je me doute qu'il y a énormément de choses imparfaites, mais j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, pourquoi pas en me demandant de traiter une œuvre qui vous tient à cœur. Encore merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.